Bonjour tout le monde. Merci. Tu fais pas le malin, hein? Bien. Bah merci d'être aussi nombreux, c'est chouette, c'est cool. Je pense que c'est un sujet. Alors moi, si j'en parle, je vois beaucoup de têtes que je connais. Il y en a que je connais pas, mais celles et ceux qui me connaissent, je pourrais leur donner le micro, ils savent ce que je vais dire, ok? Du coup, moi, je vais faire le rôle d'animateur plutôt de ces gens-là. La parité, c'est dans les autres groupes, hein, ok? On n'a pas fait gaffe. On s'excuse, ok? Une fois qu'on a dit ça, vous allez prendre une copie. Non, je déconne, hein. Prenez votre cerveau et on va juste vous demander si ça vous dit pour commencer. Vous voyez cette notion d'hospitalité, et vous avez vu, il y a un S à hospitalité. On verra avec Clément. Ok, Stéphane, je vous laisserai vous présenter. Première question, c'est, vous êtes prêts? Quand vous pensez à hospitalité, quel mot vous vient en premier? Réfléchissez. J'ai dit réfléchissez. Claire, merde. Ok? Si ça vous dit, on lève la main comme ça, on ne dit pas tous en même temps. Claire, tu veux peut-être dire en premier? Claire, elle a dit accueil. Ok? Il n'y a pas de piège, hein, cool. Hein. C'est bon, il y en a qu'un qui s'est fait piéger, il est là-bas. Mais... Amabilité, ok. Une bonne bouffe. Convivialité. Ok. L'hospitality avec un Y. Ok. Pardon. Humain, pour mode. Eh. Oh oh. Oh oh oh, à l'année prochaine. Est-ce que tu aimes bien le gros du roi? Bienvenue dans l'atelier matrimonial. Il y a d'autres mots qui sortent? Sourires. Sourires. Le regard. Attends. Nadège, oh. Nadège a dit échange. Oh, c'est beau ça. Chacun sa ref, hein, mais si vous l'avez. Mais toi. Personnalisation. C'est cool. Ça va? On a posé un contexte, là, on a des ingrédients. Bah, l'idée, c'est de passer une heure ensemble autour de ça et de voir pourquoi on met un S. Il est embêtant, le truc. Ah, pardon. Tu me dis, hein, pas de souci. Ça vous dit de vous présenter? Ça vous dit de vous lever? Ça va? Tranquille? Faut pas que je dise ça à Stéphane, je vais pas envoyer toutes mes factures. Stéphane, qui es-tu? Qui je suis? Ça marche pas. Si, c'est bon. C'est bon, vous, Ouais. vous m'entendez là? Il n'y a pas de retour, c'est cool. Stéphane, du coup, je suis le directeur de l'Office de tourisme Provence-Méditerranée. Et Provence-Méditerranée, comme vous le savez tous, c'est l'Office de tourisme de Maubeuge. la métropole de Toulon. Donc, c'est le secteur qui va, on est sur les 12 communes de la métropole, qui va de Sifour-les-Plages, la Seigne-sur-Mer, Toulon, qui va jusqu'à Une Hyères, petite les île. îles, Porquerolles, Ah oui, Porquerolles, Porquerolles. l'île du Ouais. Levant, l'île des Ambiers, il y a quelques îles, l'île du Gaou aussi. Voilà, Il a une sur ce obligation secteur. politique, à chaque fois il doit citer les 12. Non, je t'ai pas fait les 12, tu vois. Je t'ai fait un petit Ouais, melting pot. juste pour l'anecdote sur Stéphane et sa structure, pour vous rendre compte un peu du paquebot, il y en a deux là qui sont par là aussi. Ils sont pas trois hein, dans l'office. Ils sont 84. 3, 2. Hors saison, oui. Ouais. Hors saison dans un office de service, 184, il y a 45 conseillers en séjour. Ok. Donc vous voyez le paquebot. Et en attendant, juste pour poser, on va vous parler d'un projet très précis qu'on s'est amusé à monter ensemble à la base, aussi avec Jean-Luc Boulin, où au départ, ça s'appelait une stratégie d'accueil. Ok. Et puis petit à petit, la stratégie d'accueil, on a enlevé le mot accueil. Désolé Claire. Je suis d'accord, ça commence par là. Mais c'est vrai que quand on demande à quelqu'un s'il était bien accueilli, ça dure 5 secondes. Donc si vous résumez votre taf à vous êtes des pros de l'accueil, c'est faux. Je pense que la relation avec les clients elle est beaucoup plus longue. C'est pour ça qu'on met de côté le mot accueil et puis qu'on s'est dit avec Stéphane, ça serait cool déjà qu'on ne focalise pas sur l'accueil, mais qu'on embarque tout le monde. Vraiment tout le monde, même les gens qui font du paddleboard
habillés avec leur téléphone en train de faire des photos. Je déteste ce mec là, Julien là. Moi j'ai essayé de faire du paddle 20 fois et à chaque fois sur le côté. Bref, on a mis tout le monde dans la boucle et on va pouvoir en parler tout à l'heure. Clément? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Clément Simoneau, je suis co-gérant de la coopérative Les Oiseaux de Passage. On est trois choses. On est un réseau d'acteurs de l'hospitalité avec un S, j'y reviendrai après sur toutes les formes de l'hospitalité. On est aussi consultant formateur, donc on accompagne des structures des territoires. Et en dernier point, on est labo de recherche. Donc du coup on travaille sur ces questions d'hospitalité en partant des pratiques de nos membres et de nos clients. Et à chaque fois dans nos missions, on intègre une part de recherche pour analyser, essayer de dépasser un peu les verrous qui nous bloquent et d'essayer de pousser des nouvelles façons de faire hospitalité. Bah, garde le micro peut-être Clément, parce que du coup on enchaîne direct avec cette fameuse définition en fait. Nous on a cette notion d'hospitalité dans notre vision à nous du tourisme, mais c'est un mot d'une puissance folle qui va bien au-delà du tourisme. C'est pour ça qu'on lui met un S aussi. Il y a vraiment cette idée d'un droit humain. Toi, ta définition un petit peu derrière, ça serait quoi? Je vais me mettre debout parce que je n'arrive pas à voir tout le monde sinon. On a fait le même constat que toi, ce que tu partageais ce matin, quand on a commencé en 2016. Il y avait vraiment cette différence entre l'hospitality, qui est vraiment en anglais, c'est le terme pour définir le tourisme, et l'hospitalité comme on pouvait la pratiquer et la partager. Les Oiseaux de Passage, on s'est créé avec beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, du tourisme solidaire, durable, social aussi. Et en fait, on était bloqués parce qu'il y avait plein de choses qui étaient vraiment importantes dans la façon dont on pratiquait nos accueils et quand on accueillait les personnes qui venaient chez nous. Il y avait plein d'éléments hyper importants qu'on n'arrivait pas en fait, à valoriser et à mettre dans les cases. Avec les offices du tourisme, des fois on n'arrivait pas vraiment à faire rentrer ça. Avec les bookings et compagnie, c'était complètement invisibilisé. Et donc c'est ça qui a été au départ, c'est cette notion d'hospitalité vachement centrée sur l'humain, l'accueil humain, la relation, etc. qu'on a voulu travailler. Mais très vite aussi, on s'est rendu compte que l'hospitalité n'était pas du tout que touristique. Et c'est ça le S de hospitalité, c'est qu'en fait, dans nos structures d'accueil, même si c'est des hébergements touristiques, on a énormément de personnes qui sont de passage, d'où les oiseaux de passage, qui sont là pour des motifs tout autres. Et en fait, tout autres qui ne sont pas du tout dans la catégorie touriste. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas du thermalisme, ce n'est pas du tourisme de loisirs ou d'agrément. C'est des personnes qui viennent pour des parcours de santé, par exemple, qui accompagnent un proche hospitalisé à l'hôpital et qui ont besoin d'un hébergement à côté, quelqu'un qui passe faire un concours, etc. Et alors, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, sur les territoires, on avait autant de personnes qui étaient de passage pour des motifs autres que pour des motifs touristiques. Et on le voit aussi sur nos propriétaires de meublés où ils font, pour certains, la majorité de leur chiffre d'affaires sur du non touristique, sur des ouvriers, dans cet esprit-là. Au début, on s'est dit que c'était peut-être pas si important que ça, mais au fur et à mesure des recherches qu'on a pu faire, on a pu étoffer. Donc se rendre compte déjà qu'il y avait le même nombre de personnes sur le territoire, et surtout le lien avec le tourisme, il est là, c'est que les structures d'hébergement touristique, elles les accueillent ces personnes-là. Et pour beaucoup de ces structures d'hébergement touristique, c'est même essentiel dans leur modèle économique. Voilà, il y en a certaines, mais même en milieu rural, au début on pensait que c'était très urbain, pas du tout. C'est hyper présent en milieu rural. Et en fait, s'ils n'avaient pas ces autres personnes de passage, le modèle économique, il ne tiendrait pas. Et hors saison, ils sont très nombreux en fait à le faire. Et pour donner un exemple de choses qui se font, les foyers de jeunes travailleurs. Donc, c'est des associations qui existent depuis très longtemps. C'est des syndicats locaux patronales qui les ont montés pour pouvoir loger des jeunes qui voulaient venir travailler sur certains territoires. Donc, il y a des résidences, habitat jeunes spécifiques. Elles sont toutes saturées. Elles ont toutes des listes d'attente énormes. Et les foyers de jeunes travailleurs, ils démarchent des hébergeurs touristiques pour essayer de loger des jeunes sur de la moyenne courte ou moyenne durée, hors saison, dans des équipements, dans des hébergements touristiques. Et en fait, ils font ce travail de démarchage, et je peux vous garantir que sur tous vos territoires, ça se fait. On n'est pas au courant. Je veux dire, j'ai pas vu un office du tourisme qui savait qu'il y avait ça qui se faisait. Et en fait, c'est les hébergements, les résidences habitat jeunes qui font ce travail de démarchage, de formation, pour rentrer dans les dispositifs, faire les contrats, etc. Et nous, en tout cas, un des axes de travail, c'est que si on le travaille ensemble, avec les OT et avec les services, eh ben ça, c'est quelque chose qu'on peut démultiplier, et c'est même aussi de l'activité économique, en fait. Alors parfois, on le sait, mais c'est vrai que c'est intéressant, par exemple, tout simplement, d'aller regarder vos sites internet, qui sont là en séduction, prospection, et que ce n'est pas d'autre chose qu'on voit. C'est dans nos personas, on a rarement ces gens-là qui ont du contenu pertinent pour eux. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et pour juste compléter un peu l'idée de Clément dans cette intro, 3 slides comme ça, le PowerPoint est fait. Ok. Je me répète par rapport à ce matin, mais vraiment quand on dit d'hospitalité et tout, il y a soit la vision
très sociale, sociétale presque de l'hospitalité, ou alors l'hospitalité dans l'hospitality où on va vers du concierge clé d'or et tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. L'hospitalité, vous pouvez la vivre aussi bien dans un 5 étoiles que dans un truc que j'adore sur toutes les destinations. Moi, je commence par ça pour faire mon immersion, mais pour de vrai, c'est d'aller boire un café le matin dans un PMU, quoi. Pour choper l'ambiance locale, mais c'est le meilleur moyen. Ok. Alors PMU, où ça dépend. Si on a la Réunion, il n'y a pas le PMU, mais il suffit de poser ses fesses, un petit bar du coin, de te faire 3 bouchons, et c'est bon, tu l'as pigé. Et puis, comme tu disais, ça va au-delà du tourisme. Tu parlais tout à l'heure de l'hôpital, hospitalité. Moi, ce que j'adore, c'est l'initiative du CHU de Strasbourg, où ils ont une équipe qui a repensé le parcours patient en intégrant cette notion d'hospitalité, de faire baisser le niveau d'angoisse. En fait, ils font le même job que nous. C'est ça qui est intéressant aussi. Et dans notre veille, quand on veut aller sur l'hospitalité, ne vous limitez surtout pas, comme on se fait avoir trop souvent, à dire quel office a fait de l'hospitalité. Là, ils ont repensé tout le parcours pour les grands et les petits. Il y a des hôpitaux, il y en a un en Australie par exemple, qui est juste, on en parlait un peu hier là, en Australie, limite les enfants voudraient se péter le tibia pour aller dans l'hôpital parce qu'il y a des toboggans, il y a des... Enfin, c'est ça l'hospitalité, ok. Oui, puis Donc, pour compléter, vas-y. les maisons d'accueil des aidants familiaux, ils ont de la documentation touristique. Si vous allez dedans, vous allez retrouver la doc de chez vous, elles sont dans cet établissement-là. Les foyers de jeunes travailleurs, ils les ont aussi, la doc touristique. Parce qu'en fait, les gens qu'ils accueillent, bah, ils font en sorte de les aider à faciliter aussi leur intégration, enfin leur séjour sur le territoire, quoi. Ah ouais, complètement. Et donc, quand on commence à jouer sur ce mot d'hospitalité et qu'on commence à chercher, bah, vous allez vite arriver sur ça aussi. L'hospitalité, c'est quelque chose de puissant et il ne faut pas jouer avec le mot n'importe comment. J'ai un peu provoqué ce matin en disant c'est pas juste en changeant le nom d'un métier qu'on fait de l'hospitalité. Okay, si on fait juste de changer la carte de visite mais qu'on fait le même job, faut pas déconner avec ce mot. Parce que l'hospitalité, c'est d'abord comment j'accueille un migrant avec un droit qui n'est pas fait pour ça, avec des gens qui vont en tôle, okay, comme ce mec okay, dans les Alpes. Et il y a une réflexion là de droit européen de l'hospitalité. Donc c'est pas des choses à prendre à la légère. Donc avant de le revendiquer, il faut faire gaffe en fait à ce qu'on dit là-dessus. Et puis je pense que juste ça. C'est pour ça que le PowerPoint il va être hyper court. C'est que franchement, mais il n'y a pas de théorie à poser sur l'hospitalité. Et que c'est pas un PowerPoint qui doit vous montrer l'hospitalité. Ça s'écrit pas. Enfin, c'est que du ressenti l'hospitalité. C'est pas un cadeau, un diamant dans ma chambre d'hôtel. J'en ai de temps en temps moi, mais merci Max d'ailleurs à Dijon pour le petit cadeau, mais voilà, ça se ressent l'hospitalité. L'hospitalité, ça peut se jouer mais n'importe où. Une anecdote, je te vois Steph là, à La Réunion, ok. En juin, je vois les filles là. Quand on fait une visite avec un jeune agriculteur et qui est pieds nus, et tu dis putain mais je rêverais juste de faire comme lui. Et on lui dit, on parle un peu de religion, machin bidule et tout, et que bah, lui, je sais pas ce qu'il est, mais il n'est pas musulman, ok. Et on lui dit, ah, t'as une bonne étoile sur toi, il dit. Et moi, il dit, bah, en fait, je sais pas, mais j'ai un musulman, un arabe, j'ai un musulman qui fait des prières pour moi. Cette phrase, elle est d'une puissance, et elle résume la Réunion pour moi. De dire, putain, mais il faudrait que la terre soit un peu plus réunionnaise, ok. De dire que le mec n'est pas musulman, mais il a un musulman qui fait la prière pour lui et que lui, ça lui va super bien. Et tout ça en créole. L'hospitalité, elle est là, hein, elle est posée. Hein. Quand tu vois ses chaussures, bah, il n'est pas milliardaire. Hein, mais il nous a donné une leçon de vie en 2 secondes. C'est tout ça, l'hospitalité. Bref, Stéphane, comment on passe d'une stratégie d'accueil... Putain, il me regarde, il a peur à chaque fois. Vous l'avez vu aussi? L'ouverture, comment je vais rebondir Comment on passe de cette réflexion de stratégie d'accueil à un truc sur une équipe d'accueil, à un truc un peu plus puissant? C'est bien la question qu'on s'est posée au départ. Effectivement, l'idée, c'était en tout cas de réfléchir à l'échelle de l'ensemble du territoire en se disant qu'on allait vraiment essayer de regarder l'accueil et l'hospitalité en tout point et pas simplement dans nos bureaux d'information. Même si les bureaux, on a en plus cette complexité, c'est qu'on en a 10 et on a 500 000 visiteurs par an qui poussent la porte des bureaux et on sait pour autant qu'on n'en a qu'une petite partie qui viennent chez nous. Donc tout le travail qui a été fait avec l'équipe, c'était de se dire comment on arrive à regarder la gestion de la relation avec les visiteurs globale sur tout le territoire avant leur venue, quand ils sont sur place, puis continuer à leur parler après, avec un leitmotiv continu qui était d'être sur une relation sensible, d'être sur la rencontre, comment on arrive à valoriser ça,
Et ce qu'on s'est assez rapidement posé comme question, c'est comment on arrive à avoir moins de monde dans nos bureaux. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à en avoir plus, mais bien d'en avoir moins pour avoir une relation plus qualitative. Donc c'est grosso modo ce qui a guidé la réflexion. Dans ce volet-là, on s'est appuyé sur le fait qu'on a structuré l'organisation de l'Office de tourisme aussi avec une direction de la relation avec les pros qui est très étoffée. Il y a 9 personnes qui sont pointées sur cette partie-là. Et du coup, c'est de se dire comment on travaille beaucoup plus avec eux pour qu'ils prennent un maximum de personnes sur cet accueil, cette hospitalité, sachant que globalement, il y en a quand même un paquet qui savent assez bien faire, ils sont plutôt bons. Donc comment on les dote, comment on les accompagne là-dessus. Donc là, je ne rentre pas trop dans les détails, j'y reviendrai un peu plus tout à l'heure. Comment on s'occupe aussi des lieux physiques que l'on gère pour qu'ils soient plus adaptés à la relation privilégiée, à une ambiance, à ce qu'on peut ressentir, à cette rencontre. C'est-à-dire comment on arrive à faire qu'il y ait une discussion, un échange et que la personne qui vient sur le territoire, elle se souvienne de ce qu'il y a vu, de ce qu'il y a à voir, mais aussi qu'il a rencontré Francis ou Francine et du coup qu'ils ont eu un petit échange à un moment donné et qu'elle a pu la personne lui dire 2 ou 3 choses sur elle-même et du coup ça marque l'esprit dans son ensemble. C'est tout un volet aussi qui était extrêmement important pour nous par rapport à la façon dont on présente le vivant. On est bon depuis tout le temps sur le volet économique à mesurer tous ces éléments-là. On a fait, comme certains d'entre vous, la Convention des entreprises pour le climat qui nous a beaucoup marqué et on le décline au niveau de l'équipe. Tu pourras nous le présenter un peu plus en détail peut-être après. Plus dans le détail tout à l'heure. Mais comment les équipes peuvent présenter les choses, comment globalement on peut présenter les choses autour du vivant, que ce soit le volet environnemental ou le volet social, dans notre discours, dans notre relation, et comment du coup on peut mettre en place une vraie stratégie du prendre soin. C'est vraiment ce qui a guidé notre fameux care là. Donc c'est plutôt sympa comme évolution, et c'est vrai que lui il le dira pas, mais c'est excellent pour nous. Il y a Jean-Luc qui est là aussi, hein, avec son téléphone 48 pouces qui prend des notes en permanence. Mais c'est super chouette d'avoir un manager qui est assez souple aussi pour dire je pars d'une stratégie d'accueil, mais en fait, allez, on l'élargit et que ça devient un projet collectif où on le détaillera tout à l'heure, mais où on change le champ lexical aussi. On ne parle même pas des conseillers en séjour et on les englobe dans les premières lignes. Et que quand on joue là-dessus, ça veut dire que par défaut, quand on parle des premières lignes, on ne cloisonne pas les conseillers en séjour d'un côté et les réceptionnistes des campings, les gens à l'accueil dans les campings, les hôtels et tout. Non, on est dans le même bateau et on va faire le même travail pour eux en fait. Donc c'est juste en jouant sur les mots, ça fait du bien aussi. Clément, merci Stéphane, et on repasse après sur cette CEC justement. Clément, si je te dis concrètement sur ces notions d'hospitalité OS, on parlait d'hôpitaux, on parlait d'habitat jeune, voilà. Si on parle de stratégie, ça ressemble à quoi? Presque c'est ton métier. Oui. Ça ressemble à quoi concrètement? Ouais, développeur d'hospitalité, c'est un peu mon métier effectivement. Quand je fais pas des barbecues, mais ou des randos ou du canyoning. En fait, on s'est quand même effectivement assez vite posé la question de OK, mais par contre, comment ça peut être un nouvel axe de développement pour le secteur du tourisme. Donc du coup, quand on accompagne des territoires, des hôtels ou alors des hébergeurs, c'est comment en fait ce constat que l'hospitalité elle est plus large que ce qu'on pensait et elle est pratiquée différemment de ce qu'on pensait, comment ça peut être effectivement une force et un axe de développement pour nos structures. Et donc du coup, la méthode qu'on applique avec les uns et les autres, c'est déjà d'être capable d'arriver à lire ces hospitalités sur ce territoire-là. Donc où est-ce qu'il y a des tensions? Et en gros, où est-ce qu'il y a des besoins qui ne sont pas pourvus? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une marge de développement, il y a un potentiel de développement, ne serait-ce qu'économique. C'est-à-dire qu'il y a de la nuitée à faire, concrètement. Vous voyez. Et comment est-ce qu'on peut effectivement les capter? Donc, en fonction des profils que c'est, c'est des dispositifs des fois un peu différents, c'est des besoins différents, et puis surtout, c'est des complémentarités différentes. Une auberge de jeunesse, un hôtel, un gîte, une chambre d'hôte, ils ne vont pas forcément pouvoir accueillir tout ce panel que j'ai pu vous citer. Donc, c'est de voir lesquels sont complémentaires avec les différentes structures. Et donc, du coup, c'est de voir comment, justement, ça, au niveau soit d'un territoire, soit d'une structure, d'un opérateur économique, on peut l'intégrer dans sa stratégie de développement. Donc, comment ça va renforcer son économie, sa fréquentation, etc. Et alors, pour parler plus précisément des territoires, des offices du tourisme, là, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que ça vient, en plus, compléter plusieurs objectifs. Ça peut augmenter, effectivement, l'accueil sur le territoire. D'un coup aussi, l'Office du tourisme, il vient aider d'autres secteurs économiques à réaliser ces projets.
ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait des entreprises qui n'arrivaient pas à recruter parce qu'il n'y avait pas de solution de logement adaptée sur le territoire. Sauf que quand on a justement des hébergeurs touristiques qui sont en ordre de marche pour pouvoir accueillir les premières semaines ces nouveaux travailleurs, eh bien en fait ça aide, ça permet justement de faire ce pas. Il y a exactement la même chose avec les étudiants. Il y a à peu près 14% des étudiants qui renoncent à la formation qu'ils ont choisie parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution de logement adaptée les premières semaines. Mais quand il y a une auberge de jeunesse qui a un partenariat avec le Crous, comme c'est le cas à La Rochelle, et qu'ils accueillent les étudiants pendant plusieurs semaines avec un tarif et des services adaptés en début d'année, eh ben, le taux il baisse. Et en fait, il y a beaucoup plus d'étudiants qui restent. C'est aussi intéressant pour un territoire parce que du coup, tu as des étudiants à l'année qui sont là et qui vont contribuer à l'économie présentielle, aussi aux activités sociales, culturelles, etc. Du territoire, qui vont pouvoir travailler, avoir les fameux jobs étudiants. Il y a vraiment un effet vertueux qui, quand on le met en ordre de marche, peut vraiment constituer un élément d'une stratégie de développement territorial pour lequel, là, le tourisme se met un peu au service des autres acteurs de son territoire, tout en venant en plus renforcer ses objectifs à lui. Et le dernier point qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'aussi, c'est des clientèles qui sont là toute l'année, enfin en tout cas qui sont beaucoup plus étalées dans le temps et aussi dans l'espace. Donc sur nos problématiques de haute saison, basse saison et de surfréquentation sur des spots, ces autres personnes de passage, elles viennent pour plein de motifs différents, à plein de moments différents, elles ont des pratiques toutes différentes sur le territoire, donc ça répartit dans l'espace et dans le temps cette fréquentation. Donc c'est aussi intéressant pour cet objectif-là. Et le dernier point, c'est que souvent ces clientèles-là, ces personnes de passage, c'est des personnes qui sont de la région ou quasiment tous, c'est des personnes des Français. Donc ça veut dire qu'on va avoir un impact carbone beaucoup plus faible que des touristes qui viennent parfois en transport aérien. Donc une stratégie de développement durable, c'est aussi un moyen qu'on a trouvé pour arriver à concilier et du développement économique et du développement social et du développement durable. Ouais, c'est concret, nickel. Stéphane, on disait qu'on est passé de la stratégie d'accueil aussi à une stratégie du prendre soin. C'est peut-être aussi parce que vous avez suivi des cursus de formation où on se dit que putain, tous les managers et leurs équipes pourraient le suivre. Tu vois Anne-France qui est par là aussi. Si je te dis CEC, toi tu sais, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire CEC. Vous avez le droit de dire non à mon avis. Hein. Ok. Bah, je te laisse nous parler de ton expérience en fait. Et je pense qu'il a changé aussi l'état, enfin, qui a confirmé l'état d'esprit. Oui, oui, je pense que la Convention des entreprises pour le climat, hein, donc il y en a plusieurs qui l'ont fait. Il y a Lyon qui est là, je sais qui l'a fait. Je ne vois pas tous ceux qui l'ont fait. Je sais pas, tiens, qui c'est qui l'a fait dans la salle? Oui, il n'y en a pas tant que ça. Lyon-Saint-Étienne. Du coup, la Convention des entreprises pour le climat, c'est issu de la Convention citoyenne pour le climat qui avait été lancée par Emmanuel Macron il y a quelques années, et ça avait bien fonctionné. Et en fait, des acteurs qui avaient participé avaient dit que c'était trop bête pour rester là, et il y a eu des entreprises qui sont mobilisées pour déclencher ça au niveau des entreprises. Et toute l'approche, c'est sur une approche qui est extrêmement engagée, une méthodologie extrêmement fine et forte et efficace qui s'appuie sur ce qu'ils appellent basiquement le tête, cœur, corps, c'est-à-dire on a énormément de données très factuelles, très précises, très nourrissantes. Elles nous impactent sensiblement, donc le volet sensible est énormément traité dans l'approche, et on s'engage et on fait des choses concrètes de façon corporelle, et je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a des choses assez intéressantes qui sont produites, qui marquent en fait les gens. Ce côté sensible, il engage énormément. Donc dans les intervenants, il y a des intervenants de très haut vol. Ça se déroule sur un an à peu près. Hein. Il y a 6 sessions de 2 jours. Il y en a plein d'ouvertes. Hein. Donc renseignez-vous si ça vous intéresse. C'est hyper engageant. Enfin, tu y vas pas seul déjà? Alors systématiquement, il faut un représentant de la direction générale, de préférence le directeur général ou la directrice générale, et le responsable RSE, voilà, ce qui est appelé Planet Champion. Et derrière, voilà, ça se structure comme ça. Et sur ces 6 périodes, en fait, il y a non seulement cette méthodologie qui est basée sur l'intelligence collective globalement, mais surtout, c'est sur l'interaction avec des secteurs d'activité qui ne se parlent jamais. Là, dans la nôtre, par exemple, donc Provence-Méditerranée, d'ailleurs, il y a une nouvelle session qui s'ouvre pour début 2026. Ils sont en phase de recrutement sur toute la région sud. Je crois qu'il y en a une sur l'Occitanie aussi qui démarre. Enfin, j'ai en tête que celle de la partie sud.
Nous, on était 60 entreprises, donc 120 personnes au total, et il y a un fonctionnement avec des camps de base, des groupes de 10, et on se retrouve avec des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir. On était très peu sur le tourisme, pour le coup, pour nous, sur la nôtre, il y avait que 3 offices, il y avait Marseille, nous et Nice. Autrement, dans notre camp de base, on était avec la direction générale du tout le quart sud-est de la Société Générale, donc 3000 salariés, donc des tailles complètement différentes. On était avec la directrice générale des cafés Malongo, on était avec des boîtes qui géraient des GPS pour les camions, enfin rien à voir. Et il y a une richesse, enfin je ne vais pas trop rentrer plus dans le détail, mais en tout cas ce qu'on en a ressorti, c'est d'abord cette approche, ce côté, on a tellement été marqué d'un point de vue sensible qu'on l'a retenu. On l'a même expérimenté lors d'une séance où on a fait une rencontre avec les professionnels, on était 350 fin mars de cette année, où en fait on l'a construite différemment. On avait plusieurs choses à présenter, la nouvelle identité du territoire, on avait justement le projet autour du vivant et le schéma d'accueil d'hospitalité. Et en fait, on l'a traité cette séance en prenant en compte ce volet sensible où on a eu plein de moments, je sais pas si on peut dire ça, un peu d'émotion, quoi. Enfin, des moments où on a joué sur des musiques, des ambiances, des choses. Et on a eu un retour comme on n'a jamais eu auprès de la part des professionnels, parce que les messages sont beaucoup mieux passés. En fait, on est aussi dans cette relation, si on revient sur l'hospitalité, c'est ça, c'est à un moment donné, comment on fait vivre une émotion, puisqu'on retient pas des choses qui sont des choses purement faites. On raconte, quand on parle à des amis de ce qu'on a vécu en vacances, des moments où on a eu des émotions, on a ressenti des choses, on ne va pas forcément décrire des choses qui sont purement descriptives. Donc ce côté-là, on l'a décliné déjà au niveau des équipes. On a créé un groupe de Planet Champion sur pur volontariat. Donc on a demandé qui était intéressé pour être mis au courant de tout ce qu'on faisait. On l'a fait dès le début, c'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout où on allait. Inutile de vous dire qu'en début de CEC, on ne sait pas où on va. Par contre, au bout de 2 mois, on a créé un groupe. On a dit ceux qui sont intéressés, on vous tient au courant. Il y a une quinzaine de personnes dans l'équipe qui se sont mobilisées. On a créé ce groupe de Planet Champion. Comme je disais, qui à l'heure précise, ils sont en train de travailler. Parce que je sais qu'il y avait un groupe cet après-midi. Du coup, l'idée, c'est d'impliquer. On l'a travaillé dans la politique quand on a repensé nos éditions. Comment, par exemple, on parle du vivant de façon proactive, pas simplement en le faisant, en le glissant au creux d'une discussion, mais c'est comment on rentre par là, parce que finalement, c'est ce qui intéresse, c'est ce qui mobilise. Comment, par rapport à ça, on engage, comment on intègre les personnes, c'est-à-dire qu'on leur permet de faire sens avec le territoire. Et là, nous, on est au tout début de la dynamique, donc on a plein d'idées en tête qu'on n'a pas encore mises en œuvre. C'est sur la façon dont on peut intégrer les choses. Et pour ne pas faire trop long, juste pour redire quand même, je crois que c'est Greg qui le disait ce matin, dans une CEC, chaque fois, on part, parce qu'on est sur du régénératif, c'est la vraie approche régénérative, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas le thème galvaudé. Et donc la première chose, et on met à peu près 6 mois pour poser notre question générative, et donc chacun a sa question générative, la nôtre, c'était de savoir comment l'Office de tourisme peut mettre en place une organisation territoriale qui permet de générer des retombées positives sur le vivant. C'est-à-dire de générer, de ne plus être uniquement sur des indicateurs sur l'éco ou autre. C'est-à-dire quand on met en place une action, on se pose chaque fois la question des retombées éco, mais aussi qu'est-ce qu'on pourrait avoir de positif par rapport à l'environnement, qu'est-ce qu'on peut avoir de positif par rapport au social. Et une piste qu'on a évoquée aussi, parce qu'on a impliqué notre comité directeur au fur et à mesure, parce qu'on s'est dit si on leur présente ça à la fin, on va se faire scalper, ce qui ne nous a pas empêché de perdre 3-4 cheveux quand même. Hein. C'est-à-dire que ça se fait pas. Ouais, mais moins que Ludo. Voilà. On n'a pas encore fait la blagounette, mais vous avez le frère jumeau de Ludovic quand même. Mais Ludo, il a de moins en moins de cheveux, il est pas là, on s'en fout. Mais c'est les deux mêmes, et je te coupe mes comples et je te nique le truc. T'as pas la photo, parce que... Non, j'ai pas la photo, mais tu t'en souviens de France ? On avait fait un super pour de vrai, on avait fait un barbecue d'enfer à Saint-Étienne, et ils avaient le même t-shirt, ils se ressemblaient tellement, il y a une photo sur Facebook, ok ? Et qu'il y a des pros qui sont venus voir Ludo, genre, hey, ça va à l'office ? C'était des jumeaux. Mais toi, tu vieillis mieux, franchement. Vas-y, je te remets dedans, vas-y, je t'ai complètement coupé. Fut un temps dans les congrès, c'était pas rare que des gens viennent me parler en pensant que c'était Ludo et vice-versa. Ouais, ça s'est un peu calmé depuis quelques temps. Tout ça pour, j'ai pas perdu le fil, pour
nous amener dans la réflexion de se dire si on veut justement avoir un peu une instance forte de validation de cette prise en compte du vivant, on a évoqué, pour l'instant c'est pas en place parce qu'il faut laisser un peu les choses maturer, mais nous on en est piqué, donc on a un comité directeur. Au sein du comité directeur, d'avoir un comité pour le vivant qui passerait tous les projets, tous les plans d'action, avec un regard critique de se dire est-ce que ça sert vraiment le social, est-ce que ça sert vraiment l'environnement, est-ce que, voilà, d'avoir un peu ce filtre systématique. Donc c'est pas un petit truc et il y a le temps d'infusion. Enfin voilà, ça dure 1 an, il y a le temps d'infusion, il y a le temps de pédagogie locale, il y a le temps de se prendre quelques tacles dans la tête de gens qui sont pas du tout dedans. C'est frustrant d'aller aussi loin aussi, parfois j'imagine, d'aller aussi loin d'être convaincu, de revenir et de retomber dans un monde où il va falloir maintenant être pédagogue, vulgariser pour tout le monde. Je pense aux élus aussi, qui n'ont pas les mêmes problématiques. Quand on sort d'une CEC, on est remonté comme des coucous, quoi. Donc on se fait arrêter net quand on retombe face à la réalité, mais c'est pas grave, on n'est pas retombé si bas, donc on est sorti de certains dossiers par la porte, on va revenir par la fenêtre. Et puis faut pas lâcher l'affaire. Il faut savoir attendre des moments plus propices. Ça met tout le mouvement dans le bon sens. Donc c'est vraiment des projets sociétaux, quoi. Enfin, voilà. C'est chouette de mettre l'office de tourisme au cœur de tout ça. On en reparlera un peu sur justement les acteurs qui ont pu être mis autour de la table, mais c'est vraiment chouette, quoi. Merci Stéphane. On bascule sur la suite, Clément, avec un truc qu'on adore dans sa réflexion. Avec Clément, je pense qu'on a le même cœur, mais pas le même cerveau. Ok. Moi, c'est pas moi qui fais ces trucs-là, c'est Prosper, mon collègue. Ah, c'est vrai, lui le chercheur, bah oui. Ah ça me fait plaisir. et en fait, moi, je suis plutôt bordélique, créatif, poète. Et lui, je dis pas qu'il est chiant, je dis qu'il est structuré. Et que pour faire une vraie stratégie comme ça, il ne faut pas que des poètes, en fait. Okay, et il faut des gens qui puissent apporter des preuves concrètes, des chiffres aussi, et qui amènent à des réflexions de fond. Et par exemple, notre thème là, pour la suite, c'est comment je passe du confort au réconfort. Et que les critères ne sont pas du tout les mêmes. Et je pense que vous allez adorer cette démonstration, en fait. Clément, je te laisse. Tu veux que je te montre, je mets les slides ou tu me dis Ouais, on peut mettre celle du confort pour commencer. Ben, ça c'est vraiment inscrit dans notre programme de recherche qu'on fait en continu et qui permet de nourrir justement cette approche. Et c'est complètement lié avec cette notion d'hospitalité. En fait, on s'est rendu compte que justement ce que je vous disais au tout début, ce qu'on essayait d'exprimer mais qui n'arrivait pas à rentrer dans les cases du dispositif touristique, on a essayé de comprendre pourquoi. Et donc du coup, on a fait une analyse des critères de classement des offres touristiques. Par exemple, les classements à tout France pour les étoiles des hôtels, pour les Épigîtes de France, etc. Tous ceux qui existent en système de classement. Et aussi dans les systèmes de commercialisation, comment les algorithmes sont construits sur les bookings, etc. Il y a quoi dans les filtres, on a analysé tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui permet de qualifier une offre touristique, aujourd'hui en tout cas, ça relève que du confort. Dans ces logiques de classement et de système de mise en marché, de commercialisation, il n'y a que les éléments qui sont là-dedans qui sont pris en compte. Donc on a une série de critères qui reposent, c'est le deuxième, sur les équipements, évidemment. Plus il y a d'équipements, plus ça donne des points. Et donc mieux on est classé, soit dans l'algorithme, soit dans les niveaux d'étoiles, etc. Il y a l'abondance qui est liée justement au fait de faire le ménage tous les jours, de l'usage illimité, complètement accessible des ressources aussi. Ça c'est pareil, dans les systèmes actuels, ça donne des points. Il y a tout ce qui est relié aux services et tout ce qui est relié aussi aux espaces privés. Donc en fait, plus la chambre est grande, plus ça donne de points. Enfin, il y a même des critères obligatoires. Si on veut passer de 3 à 4 étoiles, il faut augmenter les mètres carrés de sa chambre, etc. Et en fait, tous les trucs qui donnent des points aujourd'hui, c'est ça. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est aussi que quand quelqu'un a un projet de développement touristique et qui va voir le banquier pour monter un plan d'investissement, eh ben, on lui demande de se positionner sur ça. Et sauf qu'on est d'accord quand même que le tourisme, c'est pas que ça. Voilà, et c'est ça cette notion de réconfort. Et donc pour essayer de la structurer, on est allé analyser tout ce qui marque des points auprès des voyageurs, mais aussi auprès des équipes. Oh, regarde les appareils photo. Marche, hein. Donc on est allé voir ce qui marque des points, mais auprès des voyageurs et auprès des équipes. Pour ça, on est allé regarder on a fait des entretiens individuels avec des voyageurs, avec des réceptionnistes, avec un peu tous les champs de métier. On est allé regarder dans les commentaires en ligne, évidemment, voir ce qui ressortait. Mais on est aussi allé voir dans les autres formes de retour. Les livres d'or, trop bien. Il y a trop de matière dans les livres d'or, c'est un truc de fou. Dans les blogs de voyage, dans les récits de voyage, etc. Et donc, ça nous a permis de créer une autre grille qui n'est pas alternative, qui est complémentaire.
avec ces éléments de réconfort. Donc on a détaillé, il y a tout ce qui est lié au relationnel, tout ce qui est lié aussi à l'intégrer par rapport au territoire dans lequel on est, tout ce qui est lié au commun et tout ce qui est lié à la solidarité. Voilà, on les a un peu déclinés. C'est tous ces éléments-là qui donnent des points dans une offre touristique auprès des personnes qui y travaillent et auprès des personnes qui ont accès au séjour. Et en fait, pour nous, l'hospitalité, c'est 2 jambes. C'est le confort et le réconfort. Et si on n'a pas les deux, eh ben, on ne peut pas être dans cette démarche d'hospitalité. En tout cas, elle est incomplète, elle va boiter. Et donc, du coup, le confort, il est quand même important parce que le réconfort sans le confort, ça ne sécurise pas. Enfin, ça insécurise en tout cas. Et à l'inverse, si on n'a que du confort et pas de réconfort, bah, il manque la touche sensible qui en fait que l'expérience elle passe dans un autre champ et qu'elle est différente. Donc d'avoir structuré ça, ça nous permet effectivement d'avoir des grilles sur lesquelles analyser, enfin en tout cas c'est des grilles de travail pour commencer un accompagnement avec des structures, avec des territoires, pour voir comment ces éléments de confort, on peut les renforcer, et aussi surtout comment on peut les rendre visibles. Comment ça devient en fait un élément aussi différenciant dans une stratégie de com, dans une stratégie de développement, et comment ça en fait ça prend de plus en plus de place, et comment du coup ça contribue à faire hospitalité. Et on a réussi à la faire aussi parce qu'on est allé voir justement dans les autres champs de l'hospitalité. Si on va voir les associations qui accueillent les migrants et les structures qui accueillent les migrants, ça, c'est beaucoup plus présent que la partie confort chez eux. Nous, c'est l'inverse. Donc voilà, on a pu aller voir dans les autres formes d'hospitalité justement comment elles étaient pratiquées et on a pu justement renforcer cette grille-là, notamment grâce au retour de toutes ces formes d'hospitalité qui sont pratiquées sur nos territoires. Si je le ramène à un truc moins fun, mais si je vous dis Essité, entre autres, ça doit vous parler. Ils sont où ces champs dans les cités? Ok. On se fait chier sur le nombre de couverts en terrasse. Ok. Mais je pense que ces 2 slides, et on a bien vu les photos, je pense qu'elles parlent direct en fait. Et nous, quand on a préparé, hein, Stéphane, il ne se connaissait pas, et je pense qu'en voyant ça, on était dans le concret. Et justement, Stéphane, si je te disais un peu concrètement et par rapport à cette idée du confort au réconfort et de voir sur la destination avec les pros aussi, tu as des pros, je pense à la Provençale, des choses comme ça, qui sont déjà dans des démarches de ce style, qui font gaffe aux salariés, voilà, tu as des pros qui sont motivés pour ça, quoi. Oui, on a quelques exemples de professionnels. D'ailleurs, je trouve que les professionnels, globalement, sont bien dans la dynamique, sont relativement en avance là-dessus. Oui, pour citer le Provençal, tu l'évoquais, donc qui est situé sur la presqu'île de Gien, à Hyères, pour vous situer. Alors c'est quoi? C'est un hôtel. C'est notamment un hôtel où ils ont plusieurs. C'est un professionnel qui a plusieurs restaurants, plusieurs sites. C'est un gros opérateur local et il nous expliquait que par rapport à la gestion de ces saisonniers, donc à la fois par rapport à la complexité qu'il pouvait avoir lui pour les gérer, mais aussi par rapport à toutes les problématiques de logement, de quotidien qu'ils peuvent avoir et par rapport aussi à une certaine stabilité, il a réussi à mettre en place une organisation qui lui permet d'avoir les personnes en CDI parce qu'il les fait tourner justement, il a une masse critique lui à cette échelle suffisante pour faire tourner un petit peu les différentes personnes. Et du coup, c'est aussi dans un principe de prise en compte des équipes et des salariés. Moi, ça m'a fait penser à ce qui était évoqué ce matin, là, ceux qui ont vu l'intervention de Nicolas Jabaudon, qui était évoqué, soit qu'il a évoqué sur Val Thorens et Lacano, entre Val Thorens et sur les saisonniers et Médoc-Atlantique, où en fait, indéterminés. Les CDI qui permettent d'avoir au final des CDI grâce à des groupements d'employeurs, c'est le même esprit. Et ça, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est quelque chose qui est hyper intéressant à creuser. On a d'autres dans d'autres styles. Un petit hôtel, toujours à Hyères, l'hôtel de l'Almanar, qui est très engagé sur le volet écotourisme et qui, notamment, depuis qu'il a fait ses bilans carbone un peu pointus, ne fait plus aucune communication à l'international parce qu'il s'est aperçu que le scope 3 était celui qui était le plus impactant et que la venue depuis l'extérieur de ses clientèles à l'international était les plus impactantes. Alors, ils les accueillent toujours, hein, mais en tout cas, eux, ils ne font pas de démarche forte là-dedans. Puis, ils ont mis tout un tas de choses en place. Alors, je ne parle pas de tout ce qui est local, bien sûr, ça, ils cochent toutes les cases de certif, mais aussi quelqu'un qui présente qui est un billet de train, qui est venu en train, il leur offre la location de vélo pendant la semaine qu'ils passent chez eux. Enfin, voilà, ils ont des démarches engagées dans ce sens. Voilà, on en a d'autres. On a des professionnels aussi sur Toulon qu'on a en commun d'ailleurs avec Lyon, un groupe qui s'appelle les hôtels
hôtel, il y en a plus à Lyon qu'à Toulon en l'occurrence, qui a suivi la CEC, donc un groupe hôtelier. C'est hyper intéressant et voilà, qui sont hyper investis. Moi, pour avoir discuté avec Gérald Chabert, le DG, il dit que pour lui, les hôteliers, les groupes hôteliers qui n'auront pas pris ce virage à l'heure actuelle, dans 10-15 ans, ils vont le payer très cher. Donc c'est intéressant d'avoir des pros comme ça et pour nous, c'est un levier. C'est un levier parce que ça nous permet d'emmener les autres, ça nous permet de convaincre aussi les collectivités qui sont sensibles au monde économique. Des fois, ça les met plus à l'aise aussi pour pouvoir agir, plus de levier. Garde le micro. On passe sur le thème d'après. C'est encore plus de concrétisation, d'inspiration, de cas concrets. Je pense que Jean-Luc aurait pu venir avec moi, je l'aurais caché devant moi. Mais Jean-Luc, dans nos métiers plutôt cool, entre autres, a travaillé avec l'équipe de Stéphane sur la gestion des flux du bureau d'information touristique de Porquerolles. Vous imaginez un peu le truc où, désolé pour le terme, mais tous les quarts d'heure, ça dégueule du touriste sur le quai et le BIT est au bout du quai. Donc vous imaginez l'abattage et puis le confort de l'équipe là-dessus. Il n'y a pas de miracle, repartez même pas de là en disant waouh, ils ont tout fait là-bas. On est d'accord, l'équipe. C'est qu'on travaille dessus, mais Stéphane, si on prend cet exemple-là, concrètement, comment on peut expérimenter, je pense que c'est le bon mot en fait, comment on peut expérimenter des solutions? C'est ce qu'on a fait, on a fait une expérimentation en fait sur les ponts de mai, en particulier le pont de l'Ascension, qui est le plus, on se fait c'est pire que le 15 août. Défoncer, ouais, c'est pire qu'en plein été. Donc, ce qui veut dire dans le parcours client, c'est même pas sur l'île de Porquerolles le début de l'enfer. C'est déjà arrivé jusqu'au quai, garer sa voiture, et avec Jean-Luc, ils sont amusés à refaire tout ça. Ça commence assez tôt dans le parcours, l'enfer. Tout un travail. Il est où, Jean-Luc? Il est caché, là, il est discret. D'ailleurs, j'y étais même pas ce jour-là. Tu étais avec l'équipe pour aller refaire le parcours client de façon précise. Et l'expérimentation, c'était de voir. Alors, sur Porquerolles, il y a déjà des choses qui se font. Vous avez peut-être entendu parler. Il y a une charte des bateliers. C'est-à-dire que les bateliers qui viennent du Lavandou, de la Londe, de Hyères, de Toulon, ils ne doivent pas dépasser sur des périodes, donc pour l'instant qui sont estivales, 6000 personnes sur place. Mais il n'empêche que nous, effectivement, on a un bureau d'accueil. On a 5 personnes à l'année qui sont sur le bureau à Porquerolles. Et simplement, c'est un tout petit bureau. Ça fait 35 mètres carrés. Et il fait quand même entre 80 et 100 000 visiteurs par an. Donc, ça donne un peu une idée du flux à gérer. Et l'objectif, c'était de voir. On s'est mis, du coup, sur la Tour Fondue, donc l'extrémité de la presqu'île de Gien. D'ailleurs, on a fait ça avec le Parc national de Porquerolles, avec lequel on travaille beaucoup. Et on a eu, les personnes, pendant qu'elles font la queue, on avait des personnes, donc plusieurs personnes qui étaient là pour rencontrer les visiteurs. Alors déjà, il y a un côté sympa parce que pendant qu'on fait la queue, au moins, il y a quelqu'un avec qui on peut discuter, ça permet de faire passer des messages. Possibilité de télécharger le plan. Donc le but, c'était d'essayer d'éviter qu'ils se jettent sur le point quand ils arrivent sur l'île, les bateaux. Et ça a bien fonctionné. Et du coup, il y a eu ils ont vu passer énormément de flux qui ne se sont pas arrêtés. Et dès cette expérimentation, les retours de l'équipe qui sont sur l'île, ça a été de dire on a pu beaucoup plus être dans la discussion, déjà sur un one-shot, sur un petit barreau d'essai, et de pouvoir apporter des plus-values dans ce sens. Donc ça, après des petits essais comme ça, l'idée, c'est il y a un projet de refaire le bureau, puisque le port de Porquerolles va être refait, donc on va enfin avoir un bureau un peu plus adapté, un peu plus grand et puis mieux placé. Voilà, c'est de travailler tout ça, mais on voit que sur des petites choses, ça peut fonctionner, et on a d'autres idées pour réduire les flux dans les BIT. Et à force de mélanger les petites choses, si ça te dit, je vais présenter les 4 axes, et on va les présenter ensemble, de cette réflexion de fond, en fait, parce que c'est par plein de petits projets, par des petits pas ou des quick wins en québécois. Alors faites pas gaffe aux slides, Ah si, celle-là vous faites gaffe. Vous la voyez là-bas? Parce que dans notre aventure, on avait quelqu'un qui est absolument génial, c'est Julia, qui est tout au fond là, qui est discrète, qui est plus qu'une facilitatrice graphique, je sais pas quoi. Elle a un cœur d'italienne, non, un cœur énorme d'italienne. Elle est en train de passer sous sa chaise. Et elle a le cerveau de je ne sais pas combien de pays, et elle a la patte graphique bluffante, et elle rassemble toutes les idées. Et ce qui est génial, moi j'y étais il y a 15 jours avec l'équipe, cette grande frise qu'on travaille là,
il faut pas déconner avec toi, hein. Ou alors elle est son bodyguard, mais oh putain, la vache. Il y avait 350 personnes de l'autre côté, on ne les voyait pas, mais il fallait J'avais pas vu. Mais le travail de Julia il est hyper important parce que c'est dense, c'est 1 an et demi de travail. Et Julia, en une planche, elle est capable de vous poser les mots les plus importants de tout ça. Et surtout, c'est pas rouler dans un coin ce truc, c'est affiché dans la salle de réunion. Et moi, on s'est fait une vidéo il y a 2 semaines parce qu'avec une partie de l'équipe, on faisait de l'IA, ok. Non, les gens regardaient ça et disaient, hey, ça vaut le coup de remettre les mots en fait en face, de le garder vivant. Et je pense que cette planche, elle est juste magique sur les mots qui sont dedans. Donc petit clin d'œil aussi à Julia. Et si vous voulez la faire bosser, elle est à son compte et elle est hyper cool, elle chante super bien. Bref, ce qu'on a présenté, entre autres à ces pros en mars, ok. Je crois que c'était un moment vraiment génial et c'était un moment de concrétisation aussi des attentions. Moi, je retiens que, entre autres, il y avait plus de 300 personnes et il y avait la team en bas, c'était impressionnant, qui a accueilli chaque professionnel et qui l'a accompagné one par one jusqu'au lieu de la conférence et des échanges. Et je pense que les gens même retiennent ça. Okay, il fallait mettre en pratique. Je vous ai dit ce matin, ne mettez pas de goodies et voyez ce que vous pouvez en faire. C'est entre autres là qu'ils ont mis en pratique aussi, de se dire on valorise, et c'est chouette, les filles étaient là. J'ai oublié le nom à chaque fois de cette entreprise. l'économe. Voilà, de l'économe. Et je pense que ça a plus de sens en fait de donner 1 000 € à des gens qui sont là et qui se défoncent en local que de repartir avec son crayon, quoi. Et en fait, on a présenté cette stratégie. Alors l'idée, c'est pas, encore une fois, j'espère que c'est pas vu comme ça, mais c'est pas du placement de produit, hein, on s'en fout. Okay, on se fait plaisir, on a la chance de bosser avec des gens chouettes. C'est juste, alors faites pas gaffe à ça, ça c'est le blabla, ok. Et beaucoup plus, c'est ça qui va nous intéresser. C'est, on avait des convictions, puis on a essayé de les transformer en action. Nous, quand on est consultant, on peut vous faire des plans d'action, surtout aujourd'hui avec GPT, de 482 pages. Mais on s'en fout en fait. Parce que quand on est consultant aussi, on sait que les 3/4 de nos clients ne mettent rien en pratique. Il ne faut pas un gros ego en fait, contrairement à ce qu'on croit. Et là, il n'y avait que 4 axes. Et dans chaque axe, il y avait 4 actions maximum. Et se prendre soin, ça a été le fil rouge. Okay, et on voulait prendre soin de la destination. Donc là, on a entendu tout à l'heure la CEC, du vivant. À plusieurs, Julia, on a Jean-Luc par là, peut-être qu'il y en a d'autres. On a eu la chance, dans notre niquage de carbone de planète, de travailler dans des coins reculés du Québec et de rencontrer des peuples autochtones qui nous font changer. J'assume moi de niquer la planète parce que passer 1 heure avec j'ai oublié le nom, Jean-Luc, comment il s'appelle la communauté? Les Wendake. Et quand vous avez une personne qui vous dit, en fait, dans la vie, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a même pas un être vivant, il y a l'animé et l'inanimé. Et en fait, ces peuples autochtones veulent prendre soin de l'animé, l'inanimé, ok, mais de l'animé. Et l'animé, en fait, ça englobe tellement de trucs, et au final, ça revient sur le vivant, que on est parti là-dessus. Et bien sûr que là-dedans, je ne vais pas refaire ce qu'a dit Stéphane, hein, et je ne vais pas le détailler, mais il y avait aussi cette notion de mobilité, où dans le projet, on avait aussi la chance de mettre pas mal de monde autour de la table. Ouais. On a travaillé avec tous les services transport de la métropole. L'idée aussi, c'est de beaucoup plus pousser cette mobilité. Là, on va en particulier le formaliser en début d'année prochaine par la mise en place d'une city card au niveau de l'ensemble de la métropole, qui s'appuie bien sûr sur les transports. Et en plus, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a la chance d'avoir dans les transports, on en a en bus, mais on a des bateaux. Donc, quand on prend un ticket, si on prend la city card, on a 3 lignes de bateaux. Il y en a une qui traverse la rade qui va à Saint-Mandrier, donc petit port de pêche super sympa. Il y en a une autre qui part sur les Sablettes à la Seine-sur-Mer. Donc ça, c'est quelque chose qui fait sens. Et au passage, ça permet d'inviter les personnes à venir. Elles peuvent venir, comme on est accessible depuis Lyon ou Paris en train direct, ça permet de ne pas prendre de voiture, quoi, de rester en mobilité complète. Moi, ayant la chance de travailler là-bas, je fais exprès de prendre un hôtel de l'autre côté de la rade, juste pour aller travailler le matin avec la navette. Et c'est vrai que ces acteurs n'avaient pas cette philosophie touristique. C'est d'abord des transporteurs de locaux. Et juste pour 2 €, 2,50 €, 2 €. Si tu prends un City Card, c'est inclus. Ok. Non, si tu prends une carte même de 10, c'est même 1 €. Elle va traverser 2 € si tu et en fait, vous faites une belle balade et c'est sublime en fait. Donc c'est comment aussi remettre, c'est à l'inverse, les pros du tourisme
souvent oublient qu'il y a des non-pros du tourisme. Et les non-pros du tourisme, on parle toujours conscience qu'ils sont des pros du tourisme. Et c'était chouette de travailler comme ça, avec le réseau Mistral aussi, qui est vraiment le réseau des transports. Et mine de rien, s'ils étaient sur deux, quand même de les questionner sur mais vous avez repensé au parcours client d'un neuneu comme moi, touriste, où il ne connaît rien, il ne sait même pas s'il doit payer avec la carte bleue. Enfin, c'est le premier stress, je ne sais pas vous, mais c'est le premier stress quand vous montez dans un transport en commun, c'est est-ce que je dois payer le chauffeur? Est-ce que je vais le faire chier si je ne peux pas payer? Est-ce que je vais rester sur le quai? Et bien tout ça, en fait, c'est ça, prendre soin à l'échelle d'une destination. Et puis, il y avait aussi, bien sûr, prendre soin des visiteurs d'un jour ou de toujours. Et comme quand on dit visiteur d'un jour ou de toujours, c'est comme quand on dit un touriste, c'est un local d'un jour. C'est-à-dire que c'est le même combat. On ne fait pas la même chose, mais c'est le même combat. OK ? Et de voir derrière ça ce qu'on peut mettre en place. Et là, entre autres, peut-être petit focus là-dessus, sur l'aspect design, de repenser ces lieux de vie, en fait. Ouais, les lieux de vie, l'idée c'est, on veut repenser tous les lieux, donc ça en fait beaucoup, donc ça va prendre un peu de temps. Mais l'idée c'était de travailler, donc on s'est fait une grosse séance là, on a démarré par le bureau de hier avec les équipes et puis du coup Anarchie, pour se poser la question à la fois, donc ça croisera la slide d'après, en fonctionnalité, c'est savoir comment ça sert le confort de travail des équipes pour que ça soit beaucoup plus plaisant, pour que ça permette beaucoup Parce plus... qu'elle est bruyante, hein, la rotonde là. Ouais. Oui, avec le toit en verre. La relation humaine, mais aussi comment on affiche de suite quand on arrive ce lien avec le vivant, première chose. Comment on affiche clairement le lien local, la mise en avant des professionnels fortes sans se contenter de distribuer leurs flyers, mais aussi la boutique. Il y a eu un gros travail qui a été mené par les équipes ces dernières années sur la boutique pour sortir du tout venant, et l'idée c'est vraiment d'aller que sur des natif qui sont faits en local, natif ou autre. Donc Natif, pour faire un peu de pub quand même, c'est une marque qui est née à Porquerolles, donc ils sont implantés sur... Tu marques des points là. Ils sont implantés. Tu as gagné un séjour à Porquerolles payé par Stéphane. Et c'est très porté localement. Hein. Venir dans le secteur sans croiser quelqu'un avec du natif, c'est rare quand même. Ouais. Il y a une grosse fierté autour de ça. Donc c'est bien. Le troisième axe, c'était nos fameuses premières lignes en fait. Et on ne peut pas faire de stratégie d'accueil si on reste dans l'office de tourisme. Enfin, c'est n'importe quoi en fait. Et que si on n'embarque pas nos pros, et nous, ce qu'on a adoré avec Jean-Luc, c'est que c'est un grand territoire avec des gros acteurs. Et en général, quand on rassemble des pros, ça n'a rien de péjoratif, je vais dire. Mais souvent, en premier, on a Suzanne et Michel, propriétaires de gîtes depuis 50 ans, qui savent que la brioche est bonne et que le café est chaud. J'insiste, hein, c'est pas péjoratif. Mais c'est compliqué d'avoir des vrais gros acteurs économiques impactants. Et là, on était à l'opposé complet. On s'est retrouvé avec une table de 20 personnes où, si je cumule le nombre d'employés, le nombre de lits, le chiffre d'affaires, on était sur du gros, voire très gros. Et que ces gens-là, comme disait Stéphane tout à l'heure, ils sont à bloc en fait. Et je pense aux campings, là, je ne sais plus combien d'emplacements sur les campings de la presqu'île de Gien. Au-delà des emplacements, les personnes qui étaient là, ils en avaient 4 à eux seuls. De camping, des campings, pas des emplacements. Okay. Ça, c'était Suzanne. mais vous voyez que là-dessus, vraiment, c'est leur apporter. On parlait de marketing de service tout à l'heure dans un atelier IA. C'est comment je repense le marketing de service, et au-delà de la visibilité qui est le faux projet, comment je crée du vrai service à valeur ajoutée. Comment je remets mon équipe en lien avec eux, comment je crée des outils. Par exemple, on réfléchit, nous, en ce moment, enfin, c'est pas réfléchir, on expérimente, c'est bien le mot, hein, un chatbot, mais ce n'est pas un chatbot pour les clients. C'est un chatbot pour les premières lignes, et pas pour les conseillers en séjour. C'est un chatbot avec une FAQ d'une granularité hyper fine qui doit être construite au fur et à mesure, qui vient d'abord des experts locaux, et qui va donner tous les tips aux réceptionnistes, aux premières lignes de la destination. Et les clients ne verront même pas ça. Okay, parce qu'il y a une valeur ajoutée à rencontrer un humain derrière. Donc il y a plein de choses à mettre comme ça en avant. Et puis c'est vrai que tu as un service B2B qui anime le terrain, qui, je pense à Joyce, une Irlandaise punk, et qui, on est d'accord, hein, enfin moi j'assume. Je ne sais pas, on testera hein, si elle se retrouve là-dedans. Je vais lui demander, je suis sûr qu'elle va être fière. Je sais pas. Et en fait, ils mobilisent à fond les pros, je pense à Fabio aussi, et à toute l'équipe, mais ils sont sur le terrain en permanence. Avec Jean-Luc, c'est vraiment un de nos combats. On est à fond sur l'IA avec Jean-Luc. Mais vraiment l'IA pour laisser ce temps de retourner sur le terrain, parler à vos pros, quoi. Ça fera toute la différence dans ces stratégies.
Et puis, bah, le dernier, et pas le moins important, bah, c'est ces équipes, quoi. Tu parlais tout à l'heure du design qui a un impact sur le confort de travail. Et c'est les outils aussi qu'on peut mettre à disposition. C'est une évolution où on a 45 conseillers en séjour. Quand on commence à dire que, hey, on va peut-être faire moins de papier, bah, tu m'étonnes qu'ils stressent, quoi. Parce que ça fait peut-être des décennies pour certaines personnes qui sont appuyées là-dessus. Donc c'est comment on les accompagne, comment on essaye de les rassurer aussi, de voir une évolution vers quelque chose qui peut être différent. Et ça ne se fait pas forcément facilement, hein. Enfin, ça ne se fait pas tout seul. Mais je pense qu'il y a cette rassurance à avoir. Et quand on veut faire des transitions, il ne faut pas oublier le mot transition, il ne faut pas faire des révolutions. Parce que sinon, on perd la moitié de l'équipe en route, en fait. Donc c'est prendre soin de ces gens-là. Ça fait bisounours, hein, quand c'est posé comme ça. Et l'idée, juste pour compléter aussi, dans la gestion des flux, c'est aussi dans l'organisation d'arriver à gérer du temps pour que les conseillers en séjour aient du temps pour aller chez les pros, pour pouvoir raconter vraiment, bah, c'est pas qu'une fiche, quoi. Donc quand tu es sur tout un territoire, c'est compliqué, mais voilà, on tend vers ça en tout cas. De même que pour limiter les flux, on a vu Porquerolles, mais aussi on réfléchit sur des pré-accueils à des moments pour casser le flux, comme ça vous le faites dans d'autres Et c'est vrai que, lieux. bah, juste dernière slide qui était avant, mais présenté aux professionnels, où en fait les professionnels sont convaincus, c'est plus souvent les élus à convaincre, de dire, et ça c'est aussi nos combats, c'est de changer en fait les KPI, les indicateurs, ok. Et que les indicateurs avec le travail sur Provence Méditerranée, c'est de se dire quoi? C'est est-ce que tu peux me quantifier le nombre de fois que quelqu'un a fait une rencontre avec un expert? Est-ce que tu peux me quantifier, si tu veux, ou me qualifier l'expérience vécue autour des 5 sens? Okay, ça n'existe nulle part, hein, dans vos observatoires. Okay. Est-ce que tu peux m'exprimer l'expérience vécue? Est-ce que tu peux me donner la qualité des conseils locaux par rapport à un chat GPT? Okay. Est-ce que tu peux me montrer la motivation des visiteurs? Le smile, le retour, l'avis client et tout ça. Okay. Le temps de partage, je pense que c'est peut-être le plus important. Dans un monde speed où on fait de l'abattage et tout, comment on peut essayer de trouver pour les équipes, on ne fait pas toujours du miracle, mais comment on peut essayer de retrouver du temps juste pour l'interaction, qui a une valeur mais monumentale en termes de sonnant et trébuchant à la fin. Okay. Donc voilà, c'est un peu l'esprit, quoi. Ça va? Pas mal, oui. T'as le même regard, hein. Putain, des fois il fait peur de... Enfin pas peur, mais si je vais m'en prendre une, quoi. C'est pas dit de conneries, ça va? Merci Stéphane. Et Clément, justement aussi dans des exemples hyper concrets, sans slide. Oui, bah, par rapport à ce que je vous ai partagé, j'ai deux exemples. J'en ai un où en fait on a un programme d'accompagnement pour monter une stratégie de montée en gamme, mais par le réconfort, pour voir justement les éléments que je vous ai mis, comment ça s'incarne concrètement dans un lieu d'accueil, sur un territoire. Et c'est quelque chose qu'on a fait et qu'on a monté parce que c'est la méthode qu'on propose à chaque fois avec celles et ceux avec qui on travaille. C'est comment on intègre ces approches-là, non pas comme une strate supplémentaire à ajouter à ce que vous avez à faire, mais comme en fait une méthode de travail dans les projets que vous avez. Et ça, on le fait aussi avec un office du tourisme là dans la Vienne. Ils avaient un projet ils vont refaire leur site web et en amont, il fallait qu'ils fassent un travail sur leur stratégie de contenu. Et en fait, on a intégré cette approche-là du réconfort dans la stratégie de contenu. On est allé voir comment les contenus qu'on va créer, et donc le site web qui va en découler, prend en compte ces éléments de confort et justement en rend compte et en fait un élément différenciant, une force en fait, pour inviter à faire venir sur son territoire. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait avec les équipes de l'Office du tourisme, les conseillères en séjour notamment, qu'on forme justement à la création de contenu avec cet angle de narration sensible. Donc sensible dans sa signification qui fait référence au sens. Donc c'est-à-dire on va voir justement, on l'avait dans la grille du réconfort, comment justement on va ressentir une atmosphère, on va ressentir un état d'esprit, on va ressentir les valeurs, on va ressentir voilà, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va sentir, qu'est-ce qu'on va entendre. C'est tous ces éléments-là qu'on arrive à mettre dans une stratégie de contenu. Et donc ça s'incarne comment? Parce que du coup c'est à la fois une approche très pragmatique, parce qu'une stratégie de contenu, il y a une arborescence, il y a un schéma de type de contenu à faire, et à la fois une approche très sensible, presque poétique, parce que ces éléments-là, il faut être capable déjà d'une de les capter et deux de les retranscrire. Et là encore une fois, c'est vrai que nous aussi on utilise beaucoup l'IA pour ça, parce qu'en fait ça marche trop bien. À partir d'éléments que les personnes ont réellement captés, ressentis, qui sont capables de justement poser en petit texte pas du tout structuré,
avec le prompt adapté, etc., eh ben, on en sort des textes qui peuvent présenter une chambre d'hôte, qui peuvent présenter une activité, un lieu patrimonial. On peut aussi faire des portraits des personnes du territoire. Et la dernière couche qu'on a rajoutée, c'est aussi, alors, nous on les appelle les non-humains. C'est tous ces éléments du territoire qui ne sont pas les femmes et les hommes qui le composent, mais c'est la forêt qui va inviter à venir découvrir le territoire. C'est la rivière, ça va être les pierres locales qui ont permis de construire les différents édifices patrimoniaux. Et à chaque fois, ces non-humains, ce qu'on fait, c'est qu'ils racontent qui ils sont, ils invitent à venir découvrir le territoire, et surtout, ils montrent toutes les offres d'hospitalité avec lesquelles ils sont liés. En fait, ils deviennent des coproducteurs d'hospitalité, ces non-humains. Si on veut faire du canoë sur la rivière de la Gartempe dans la Vienne, c'est bien d'avoir un loueur de canoë, mais il faut aussi une rivière, parce que sinon ça ne marche pas. Et donc du coup, la rivière est coproducteur d'hospitalité, et c'est elle qui invite justement à tout ce qu'elle a à proposer à faire. En fait, tu es complètement perché aussi, quoi. Bah ouais. Et vous voyez, ce qu'on dit là, c'est que c'est pas antinomique, l'IA et l'IA. Okay, et si vous repartez d'ici en vous disant qu'il n'y a pas qu'une IA, mais il y en a deux, et qu'il y en a une qui peut aider à développer l'autre, je pense que c'est chouette. Ouais, ça marche vraiment bien. C'est vrai que nous, on a mis intelligence sensible pour tu vois, une autre variation. Je t'ai dit, on a le même truc à l'intérieur. Ça fait bizarre cette phrase. Mais, et ça s'intègre tout ça hyper bien dans les projets que vous avez à mener de toute façon. Là, c'est un site web, mais sur un schéma d'accueil, c'est pareil. Sur un schéma de développement stratégique, c'est pareil. Tous ces trucs-là, ils s'intègrent comme une nouvelle méthode pour justement un peu ouvrir des horizons et se mettre à arriver à rendre visibles des choses qui aujourd'hui ne sont pas toujours visibles ni palpables. Merci beaucoup. Je t'en prie. Stéphane, peut-être pour conclure. Non. Max, tu attends. Non, c'est moi qui ai foiré. J'ai dit merci beaucoup. Là, parce que je le pensais. J'avais envie de lui dire merci. Et pour conclure avec un mot, alors ce mot-là me dépasse complètement, gouvernance. Mais mine de rien, pour commencer à monter des bousins comme ça, c'est pas un service dans son coin qui va le monter. C'est toute la destination qui doit changer en fait. Et là, on a des exemples concrets qui font réfléchir aussi et qui nous motivent aussi, quoi. Cette gouvernance. Oui, on va faire simple sur gouvernance. On peut même enlever le mot. Déjà, pour avoir pu fonctionner comme ça, c'est d'impliquer tout le monde. On a commencé par impliquer toute l'équipe. Je ne sais pas si tu te souviens, je pense quand même. J'ai des photos. J'espère. La première séance sur le schéma d'hospitalité, il y avait toute l'équipe. Il n'y avait pas que l'équipe accueil. On a fait ça dans un domaine viticole. Loin des plafonds moches. Où on était tous là parce que justement, on voit bien que la stratégie d'hospitalité, on a dit il y a la GRC, enfin il y a tout le monde est concerné. Et après, si on repasse plus au niveau de la gouvernance, en tout cas notre rôle en tant que gestionnaire territorial, c'est de piloter la dynamique avec tous les acteurs professionnels, tous les acteurs qui sont en charge de l'hospitalité, parce qu'on n'a toujours qu'un tout petit bout, que ce soit en com, que ce soit... donc tout ça d'ailleurs c'est lié, quand on relaie la communication, elle est fois 50, fois 100 quand on travaille avec les pros. Donc l'enjeu, c'est en permanence d'avoir des moyens et des ressources pour animer, pour rencontrer les professionnels, comme tu disais aussi ce matin, je crois, le fait qu'ils nous voient sur le terrain, ça change énormément la relation. Ils nous voient beaucoup. Du coup, ça crée des relations sympas qui font que les choses... on le sent concrètement. Notre première expérience, quand on est arrivé le premier jour, le kick-off, le lancement, c'était rendez-vous à 17h, il y a le bateau qui nous attend. Et le premier projet professionnel, c'était une croisière vigneronne. Un bateau privatisé pour les pros de la destination. Et là, en 2 secondes, tu sens le feeling. Les gens se connaissent, ils se connaissent par le prénom. Et on se dit, c'est bon, on est au bon endroit. Mais c'est vrai que ça se travaille, tout ça. Et ça, c'est pas devant un ordi, c'est pas dans un email que ça se travaille, quoi. C'est sur un bateau. Donc, à voir, quoi. Mais voilà, sans être surtout pas d'être donneur de leçons. Hein. Max, t'es prêt ? Merci, Stéphane. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des partages de votre côté? Parce que là, voilà, nous on est là, mais vous avez peut-être des choses à partager ou des questions ou ça va? Tranquille? L'hospitalité, ça peut évoluer dans le temps. C'est pas la même, j'imagine, il y a 10 ans que maintenant. Est-ce qu'on peut arriver, est-ce que vous avez des manières de réfléchir un peu à ce qui va se passer dans 5 ans, parce que vous parlez de refaire les offices, c'est ce qu'on fait tous souvent, mais on se dit quelquefois, on le refait et on le refait bien, parce que maintenant, il va être bien, mais est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, il va toujours être aussi bien? Est-ce que ça va répondre à la demande? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de se projeter un peu, ou est-ce qu'on le fait un peu comme ça et on se dit, on verra ce qui va se passer?
Mais ils ont Jacqueline Irma dans l'équipe des oiseaux de passage qui est voyante, hein, c'est ça? Non, j'allais dire, nous, pour le coup, on n'est pas scientifique, on ne se projette pas au-delà de ça. La seule chose, par rapport à l'expérience, notamment de mes expériences précédentes, en refaisant, et c'était ce qu'on avait fait à Saint-Étienne, et Il y a Anne-France qui est là. Anne-France, si ça se passe toujours bien, on avait complètement refait le principal bureau d'accueil de l'Office de tourisme, et on l'avait fait de façon à ce qu'il soit évolutif, c'est-à-dire que sa base était pensée de façon à bouger tout le temps. C'était un bloc Et blanc. Oui, c'était assez. Il a eu déjà 10 000 vies. C'est toujours un magasin, Anne-France? Vous l'avez fait carrément à l'opposé en termes de design local. C'est que le design local, vous l'avez pas mis, vous l'avez pas vissé au mur. Ils ont fait, enfin, je provoque en disant un bloc blanc, mais au final, c'était un peu l'esprit. Et que, au contraire, vous customisez au fur et à mesure. Moi, je me souviens une fois quand on est venu, c'était un fleuriste qui était là. Et en fait, c'est presque un pop-up store. En fait, vous en faites ce que vous voulez, mais toujours avec cet ancrage local, quoi. Ça a été- Tous les mois. Ouais. Ouais. C'est vivant. Ça a été un bar à une époque. À une autre époque, ça a été un restaurant. Ouais, puis, ça change encore, d'après ce que j'ai vu. Moi, je pense que la réponse, c'est faut y aller, quoi. Au pire, ça peut marcher. Monsieur Boulin, attendez, Monsieur Boulin. Ah, je crois qu'il va foutre la merde, lui. Non mais merci. Jean-Luc Boulin de Montségur. Ouais, stagiaire consultant. Et la question est excellente. C'est vrai qu'on nous demande souvent, ou les élus demanderaient des plans stratégiques avec des certitudes sur ce que sera l'accueil touristique dans les années à venir. Moi, je suis sûr que j'ai qu'une certitude, c'est que si on ne bouge pas, c'est mort. Ça, là, je l'ai. Voilà. Et que si on bouge, je pense que le fait de s'ouvrir à d'autres publics, d'avoir une réflexion générale sur l'hospitalité, de s'occuper des résidents, de s'occuper du territoire, et je rejoins sur ce que disait l'intervenante canadienne ce matin, Geneviève, c'était vraiment ça. Si on s'occupe de sa destination, de sa communauté, de ce qui est animé sur son territoire, d'après moi, ça fonctionnera. Mais ça nécessitera pour tous les offices de tourisme d'avoir une approche d'évolution, d'adaptation au changement qui soit permanente. Ça veut dire que le management des équipes, l'animation des équipes, l'enthousiasme des équipes, il est absolument essentiel. Et pour ça, il faut qu'il y ait une certaine sécurité. Le management est essentiel là-dedans. Et si on arrive à faire ça, d'après moi, je ne m'inquiète pas beaucoup pour les offices de tourisme. Parce que pour leur communauté, ils auront une utilité. Et ils seront assez essentiels. Et en plus, ça donnera du sens pour les gens qui travaillent dedans. On ne sera plus, il y a quelques années, on se demandait est-ce qu'on va continuer à distribuer des plans de la destination. Aujourd'hui, l'accueil touristique, pour moi, il peut totalement évoluer et donner quelque chose d'extrêmement intéressant et impactant pour les destinations. Mais il faut vraiment bouger totalement, sinon c'est mort. Ne soyez pas raisonnable, n'oubliez pas. Voilà. L'hospitalité est raisonnable. Bougez pas, j'arrive. Valérie, directrice de l'Office de tourisme d'Angers. Donc effectivement, je rejoins la question de l'accompagnement RH. C'est quel a été le process pour embarquer tout le monde, puisque sur le territoire, on peut partir avec les locomotives, les hôteliers qui sont les plus forts, on les embarque et on se dit qu'on va attirer les plus petits. Mais dans un office de tourisme, on embarque tout le monde, on peut laisser personne sur le bord de la route. Et puis, donc ça, c'est comment vous avez fait. Et puis ma deuxième question, c'était l'adaptation au changement. Est-ce qu'on l'annonce au début du process en disant attention aux équipes, ça va changer, ou est-ce qu'on fait le changement et on les adapte au changement qu'on a initié? Ouais, bonne idée, Marion, Julien. Donc le témoignage de ceux qui l'ont vécu m'intéresserait. Non, mais c'est presque pas à moi de répondre parce que moi je suis plutôt numérique et ça viendra après le changement. Mais c'est plus sur les accueils. Mais je sais pas, je vais peut-être dire des bêtises, mais non, ils sont parfaitement intégrés. Je pense dès le début du projet, peut-être je me trompe, mais c'est pas quelque chose qui sort du chapeau et c'est quelque chose qui est présenté et parallèlement avec les équipes et avec les pros et aussi avec les politiques parce que tout le monde est au même niveau et l'idée c'est de
de faire émerger cette nouvelle façon de... Bah, bien sûr. Elles sont intégrées dans la réunion. Ouais, ouais. Et les filles aussi sont intégrées dans les réunions de travail, justement, de mise en brochure, de schéma des accueils. À chaque fois, il y a des personnes des équipes d'accueil qui relaient après dans les différents bureaux. Donc, c'est vraiment un tout. C'est l'implication, quoi. Ouais, on peut presque dire les filles, hein, parce que sur 45 conseillers en séjour, il y a combien de mecs? 2? 3? Un groupe de 1. Ah oui. Il y a Yanis et... Ok. 3 sur 45, je vous laisse voir le ratio. Ouais, et après, pour compléter, simplement au début, on n'avait pas un changement annoncé, parce qu'on ne savait pas quel changement. En fait, on a partagé un petit peu la situation, et les changements, ils sont sortis, parce qu'il y a eu ateliers globaux, des ateliers des sous-parties, avec des mélanges de l'équipe et d'autres acteurs. Il y en avait où il y avait le parc national qui était avec nous, ouais, je m'agite là, où c'était, voilà, il y avait différents. Et ce qui est sorti, en fait, ce qui a induit des changements, c'est venu tardivement et progressivement surtout. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des petites idées, mais on n'était pas sûr et surtout encore moins priorisé. Puis vous êtes encore dedans, hein, c'est que le début. Hein. Ouais, exactement, hein, c'est ce que je disais à Pierre. Là, on démarre, donc il y a beaucoup de choses qui vont venir. Ouais. Bon, bah, on va vous laisser aller dans les autres ateliers du coup. Merci en tout cas.